Le sport pris au sérieux par des animateurs autant tout aussi dérisoires. Avec Emilio Constanza. I'm a fun guy. Félix Forget. As here's a drive in a deep left field by Castellanos. It will be a home run. Et Pierre-Olivier Poulain. This man was a bona fide scrub. He can't play. La triple menace. Messieurs, ce que je suis content de vous voir, ça a été une grosse fin de semaine. On se retrouve aujourd'hui ici, cette édition du, on va dire 8, probablement, du moment qu'on termine ça. D'ailleurs, si on lit en anglais sur une date, on est the 6th of 7, mais bon, c'est... Non, on va pas commencer ça maintenant, aujourd'hui. C'est bien correct, Mais Mio, je te donne une passe pour ce coup-là parce que c'est quoi, ça fait 30 minutes que tu viens d'arriver d'Halifax, tu viens de débarquer de l'avion, puis bro est déjà en podcasting 30 minutes plus tard. Ouais, j'étais allé. Main d'applaudissement pour Mio qui se commit ce soir. J'étais d'ailleurs à Halifax dans le cadre de tâches pour mon emploi. J'étais à la couverture du repêchage de la LHJMQ, mon premier, soit dit en passant, et toute qu'une place à y être. D'ailleurs, j'en ai profité. J'étais avec ma blonde durant ces jours-là, puis on est parti jeudi après-midi, puis on est revenu justement ce dimanche soir. Et le vendredi, c'était le repêchage le soir, mais en après-midi, il y avait une disponibilité du commissaire Cecchini. Donc, on se promène, tout ça, puis le courriel qui avait été envoyé pour dire qu'il y a une disponibilité est tombé dans ma boîte de promotion. Donc, je n'ai pas reçu une notification pour ça, pour dire qu'il y avait une disponibilité. Donc, on est en train de dîner, puis là, je vois ça, puis j'ai « Oh! » Il va falloir qu'on passe à l'hôtel. L'hôtel était sur chemin. Donc, moi, j'y vais. Ma blonde s'en va. On se retrouve plus tard. Ça fait que j'arrive à l'hôtel. Je demande à la réceptionniste « Hey, je vais aller à telle salle. OK, oui, 8e étage. » Ah, bon, parfait. Et là, je suis en train de rattraper le courriel. OK, il y a une annonce qui va se faire, mais bon. On sait, ça va être, peu importe ça va être quoi l'annonce, on sait de quoi il va être question dans les interrogations qui vont être faites. Puis d'ailleurs, un de mes sujets hockey qui s'en vient un peu plus tard. Et là, j'arrive au 8e, j'arrive dans la salle. Man, c'est... Mario Cecchini est là, Raph Doucet qu'on salue, d'autres collègues journalistes, tout le monde en veston, en cravate, au minimum en chemise, en pantalon propre. Et moi, je suis là en short Uniqlo bleu avec des bas blancs quand même longs, parce que j'aime ça porter des longs bas blancs, mes New Balance et un t-shirt blanc avec un dessin en arrière qui est écrit « Hunk twice for gas » et une casquette cielée. Attends. La vraie question qui manque tout ça, est-ce que tu avais des crocs dans les pieds rendus là? Une chance que non. Une chance que non. On est rendu là, une fois de plus ou de moins. Et au moins, je suis allé voir même, on avait reçu le Dropbox des photos et au moins, on ne voit pas trop. Je pense que j'apparais juste sur une story un peu dans le coin. Là. Puis j'en ai parlé d'ailleurs avec notre confrère de la tribune, Jérôme Gaudreau, qui était là pour les coops de l'info. Puis j'ai jasé comme quoi, finalement, vendredi après-midi, j'étais un peu en mode exploration de la ville avant d'aller au point de presse du commissaire Cecchini. Puis en plus, tu arrives avec cet attrait-là, puis écoute, je sais pas s'il y avait un ascenseur, mais je fais juste imaginer, tu arrives avec cet attrait-là, puis t'es genre essoufflé parce que tu viens de te claquer 8 étages back-to-back par peur d'arriver en retard. Non, j'étais dans l'ascenseur. C'était dans l'ascenseur pour monter ou pour redescendre? Pour redescendre, j'étais dans l'ascenseur en même temps que Danny Dupont de l'Océanique et mon Dieu. Après ça, il y en avait comme 2, 3, 4 là, de l'état-major des Islanders qui étaient là aussi. Là, mais toutes les équipes de la LHJMQ étaient à ce même hôtel. Là, même d'ailleurs. Écoute, les repêchages junior majeurs, tout le monde dort au même hôtel, tout le monde travaille à la même place, puis tout le monde sort à la même place après le draft. Là. Ah, mais tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, là, en tout respect pour d'autres villes qui ont accueilli et qui accueilleront le repêchage, Halifax est une ville touristique. Alors, tu te promènes dans la ville et tout le monde sont fiers de rep leurs équipes. Ben oui. Anyways,
Comment allez-vous? Comment allez-vous, monsieur? Je suis content. Je suis content de vous parler. Avez-vous passé un bon restant de semaine? Ah oui, ça, définitivement. Je veux dire, on a des bonnes finales de deux côtés. Je vais être honnête, je sais que la semaine passée, je suis venu sur ce show en disant que je n'accorderais pas une seule minute d'importance à la finale de la Coupe Stanley. Et très sincèrement, je le reconnais, j'ai pas écouté une tonne. J'ai surtout rattrapé des faits saillants. J'ai pas suivi, je suis nettement occupé pendant les matchs. Mais vraiment, on a ces trois premiers matchs-là de cette série-là, on a eu du cinéma. On a vraiment eu du cinéma. Et en plus de ça, il y a de l'actualité qui se passe dans le monde du Canadien. On va y revenir sous peu. Des belles rumeurs bien juteuses dans le monde du Canadien ces temps-ci. La NBA aussi, où est-ce que les Knicks, le party est pogné à New York. J'ai bien hâte de jouer tout ça avec vous dans la heure et demie. Le point faible de ma fin de semaine, si je dois en nommer un, c'est d'apprendre que Rangers va rater plusieurs semaines d'activité. Ça aussi, on va y revenir. Mais oui, ça a été une grosse fin de semaine aussi, des moments dans ma vie personnelle. La personne qui est au courant va se reconnaître, mais oui, une belle nouvelle quand même dans mon entourage cette semaine. Donc, c'est oui, une belle fin de semaine dans l'ensemble. Ben, puis et notons quand même qu'il y a un monde dans lequel tu étais aussi un peu un cas douteux parce que tu as comme pogné une demi-empoisonnement alimentaire aussi. Ouais. J'ai été correct. Juste le message, ça m'a fait rire en me levant. Je pense que c'était quoi? Samedi matin, je vois un message 4h13. Fier d'annoncer que je viens de me réveiller avec des crampes abdominales et de sérieux soupçons sur le poulet que j'ai mangé. Le bol vide et le Gatorade sont sortis. Ça pour les fans d'archi, pour ceux qui connaissent, ça c'est le average Félix Forget message sur Messenger. Ça arrive juste à Félix, ces affaires-là. 4h15 du matin, je suis en train de me décomposer aux toilettes. Ça va pas bien. Et tu sais que quand un message commence à être fier d'annoncer, tu sais que c'est l'effet inverse. Bon. Parfait. Donc, pour vous à la maison, écoutez, si ce n'est pas déjà fait, là, on va rentrer dans les nouvelles. Si vous ne voulez rien manquer, allez donc sur nos réseaux sociaux. On est pas mal sur toutes les plateformes de notre choix, mais on est surtout très actifs sur Facebook, aussi avec le groupe des superfans des Tigers de Guangdong. Vous pourrez interagir avec nous, participer à l'émission. Et qui sait, on va savoir peut-être très bientôt notre gagnant du concours d'un beau chandail de hockey que je vous invite à aller revoir là, si vous avez oublié que vous étiez dedans, là, mais nous avons à date là, quelqu'un qui est bien en tête de cela. On a parlé comme quoi on a des finales qui sont super juteuses, mais on a des nouvelles encore plus juteuses qui nous proviennent tout droit sorties des bureaux du Canadien. On va dire à Brossard. On va dire ça de même, si où les opérations se donnent. Hein? Alors, on a finalement droit à l'identité du joueur pour lequel le Canadien devait transiger à la date limite des transactions. On s'est dit, parfait. Alors, vous savez quoi? On s'était tout dit... Ah, Nico Hischier. Hein? Félix était le premier à dire ici, Nico Hischier. L'un des joueurs sur lesquels on se doutait, c'était Matthew Knies et on l'a appris qu'effectivement, c'était lui. Il y avait effectivement un deal en place. Les gars, vous me corrigerez là, très précisément, mais on parlait d'Alexander Zarovski. On parlait de 2 choix de première ronde. Y avait-il d'autres choix dans la transaction? Non, il y avait un autre espoir. Il y avait un espoir. Un autre espoir dont on ne connaît qui pas. Qui on soupçonne depuis aurait été Bryce Pickford. Selon ce qui a circulé, on soupçonne que ça aurait été Bryce Pickford. Et Bryce Pickford, qui d'ailleurs a un stock qui monte quand même pas pire en raison de son excellente saison dans le junior. Puis finalement, on apprenait que la transaction n'a pas pu arriver puisqu'elle a été remplie à 3h01 et la date limite est à 3h, hein, l'heure limite. Et bon, il y a un peu ce scénario du parrain hein, où Kent Hughes dit à Brad Treliving comme, écoute, si tu n'es pas renvoyé d'ici cet été, tu dois honorer l'entente. Je pense qu'il y a des gens à Toronto qui ont entendu parler de la chose puis ils n'ont même pas hésité à renvoyer Brad Treliving. Vous savez quoi? C'est même pas à cause de la saison des Maple Leafs qu'il a été renvoyé, c'est à cause qu'il a failli échanger Matthew Knies. Mais même là, mais bon, fait que là, cette transaction tombe à l'eau. J'ai envie de savoir déjà, de un, la transaction en soi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Matthew Knies, oui, il aurait très certainement aidé. Est-ce que le prix payé est justifiable, messieurs?
pour moi, cette transaction-là, là, je regarde tout ça. Là, des fois, on dit certaines transactions, c'est des win-win un peu, là, que les deux équipes trouvent leur compte là-dessus. Là. Pour moi, cette transaction-là a le potentiel d'être une lose-lose situation parce que moi, je fais juste regarder les deux côtés. Là. Abs Twitter puis Leave Twitter en même temps. Il n'y a personne qui est capable de s'entendre là-dessus. Le Canadien dit, les fans du Canadien disent c'est trop pour aller chercher Matthew Knies. Puis de l'autre côté, à Toronto, tout le monde dit si Brad Treliving faisait cette transaction-là, il mériterait de se faire crucifier sur la place publique. Il n'y a personne qui s'entend là-dessus. Pour moi, je suis comme pourquoi on ferait cette transaction-là? Je comprends que c'est une transaction pour le futur. Là, c'était pas comme une sorte de location pour de faire un push pour la Coupe Stanley, mais moi, je regarde ça et je suis comme est-ce qu'on était vraiment un Matthew Knies prêt de passer le Hurricanes de la Caroline? Non, mais je regarde ça, là, puis Matthew Knies, c'est l'ailier parfait que tu veux mettre avec Ivan Demidov. C'est vraiment, là, t'es dans un laboratoire, tu veux créer un gars parfait pour jouer avec Ivan Demidov. Matthew Knies est pas mal exactement le genre de gars que tu veux créer. OK, fine. La faiblesse de Matthew Knies est le fait que c'est un créateur offensif un peu moyen. Ça tombe bien parce qu'Ivan Demidov, quand tu regardes son CV, là, quand tu regardes la section talent sur son CV, là, la toute première en haut, là, écrite en gras, qui est 8 fois plus grosse que toutes les autres, c'est pas mal création offensive. Fait que, sérieux, tu peux difficilement trouver un meilleur pairing d'ailier que ces deux-là. Et je pense que c'est ça qui a mené à la transaction. On se dit, gars, tant qu'à avoir Zaroski qui va peut-être l'être dans comme 3 ans, aussi bien y aller pour Nice qui serait dès maintenant puis qui serait le gars parfait pour ça. OK. Mais qui joue entre les deux? Sérieusement, là, avec ces deux-là, Alex Newhook fait la job. Pour vrai, j'ai pas besoin d'un... Puis à ce moment-là, il faut aussi se rappeler, à l'époque, ça fait 3 mois de ça, là, mais il y a 3 mois de ça, on pensait que Michael Age arrivait en fin de saison. C'est probablement que la vision à ce moment-là était on voit Michael Age au centre de ces deux gars-là. Mais, tu sais, sérieusement, avec Demidov et Knies, tu peux t'en sortir avec un deuxième centre qui est moins bon. Et par moins bon, j'entends Newhook. En tout respect pour Alex Newhook, mais je pense qu'un gars comme Alex Newhook aurait pu faire la job au centre. Non, tu sais, tu peux sortir un argument, du moins du côté de Montréal, de OK, cette transaction-là fait du sens un peu, mais honnêtement, c'était-tu vraiment la priorité? Tu sais, pour moi, Bryce Beckford, en ce moment, c'est un espoir qui a tellement un stock tellement élevé que pour moi, je le garderais pour essayer de l'amener dans un package pour amener le deuxième centre qui manque derrière Nick Suzuki. Tu sais, un gars comme Nico Hischier, peut-être même Dylan Larkin. Ça aussi, on en reviendra un petit peu plus tard. Ou peut-être même un autre joueur là-dessus, mais de cette trempe-là. Mais pour moi, Bryce Beckford, je garde ça pour un centre parce qu'il y a clairement un déjà quelque part qui va voir qu'il a fait 47 buts à Medicine Hat l'année passée en tant que défenseur. Puis il y en a un qui va mordre la ligne. C'est clair. Ah, ben oui, ben c'est... Je peux-tu juste dire quelque chose, mettre mon petit chapeau d'aluminium une seconde? Je sais que ça a sorti cette semaine, je sais que Pagnotta l'a sorti, que Friedman a rapporté sensiblement la même chose, mais, man, ça fait 3 jours de ça, là. Il y a encore une partie de moi qui a l'impression que c'est pas complètement vrai, cette histoire. Il y a encore une partie de moi, il y a quelque chose qui fonctionne pas à quelque part. J'ai de la misère à me dire que c'était vraiment Matthew Knies qui était visé. Je sais que là, tu sais, ça a sorti partout, puis c'est facile de se dire, ouais, c'est lui le gars sur lequel on a travaillé sur la transaction jusqu'à la dernière minute, puis tout. Mais encore à ce jour-là, il y a une petite partie de moi qui se dit, c'était-tu vraiment lui? J'ai de la misère à le croire. Puis, tu sais, quand tu regardes, puis là, il y a la fameuse question de qui a coulé ça aux médias, puis ça, sérieusement, pour moi, la réponse est extrêmement facile. C'est à Toronto pour faire mal paraître l'ancienne direction, puis crédibiliser la nouvelle. Là. Pour moi, c'est même pas une question. Là. Mais encore aujourd'hui, il y a une petite partie de moi qui se dit, je sais pas, j'ai des doutes encore sur le fait que la transaction était réellement pour Matthew Knies. Est-ce qu'on a discuté avec les Leafs au sujet de Matthew Knies? Oui. Ça, je le crois, mais il y a encore une partie de moi qui n'est pas certaine que c'est vraiment ça qui est arrivé. Non, c'est ça, parce que tu sais, t'auras bien beau être en reconstruction ou du moins en retool du côté de Toronto. Matthew Knies, c'est ta solution. Là, ça fait partie de la solution. Là, c'est pas comme un Austin Matthews qui est à 2 ans de l'autonomie, qui approche la trentaine, ou un William Nylander, ou même un John Tavares qui est déjà dépassé la trentaine et tout ça. Matthew Knies, il y a quoi? Il y a 23, 24 ans? Ish, à peu près? 23. 23? Tu sais,
c'est probablement ton meilleur jeune joueur. Tu sais, Easton Cowan, c'est bien beau, là, mais tu sais, Matthew Nice, c'est pas mal. Mais McKenna s'en vient, mais oui, en ce moment. Oui, évidemment. Mais tu sais, en même temps, à Toronto, je comprends pas le deal. Là, tu sais. Puis encore là, même Alexander Zarovski, là, tu sais, je comprends qu'il y a eu des super belles stats en KHL cette année. C'est trompeur. Ouais, c'est ça. Je suis comme pas encore assez convaincu que c'est un Ivan Demidov light, mettons. Non. L'affaire, c'est qu'il était dans une équipe, il était dans une mauvaise équipe. C'est extrêmement rare qu'un jeune de 18 ans a autant d'opportunités. Oui, il a battu tous les records de 18 ans, de saison de 18 ans. Là. Il y a beaucoup de ça qui est lié au fait qu'il jouait beaucoup de minutes pour un gars de 18 ans. Là. C'est ça. En avantage numérique, tu vois jamais ça. Puis tu vois encore, il y a la rumeur comme quoi, il y a même une rumeur qui semblait dire, c'était une fausse rumeur pour voir qui leakait les informations chez les insiders, les médias puis tout ça. Fait que il y a encore un peu cette théorie du complot-là, mais je me dis en même temps, Elliot Freeman a entendu la même affaire. Mais entendre la même affaire et dire que c'est vraiment arrivé, c'est deux choses complètement différentes. Ça revient beaucoup à la fameuse histoire de Joe Thornton et du taxi ou de la limousine en visite à Montréal. Là. Je pense que vous connaissez cette histoire-là. Mais d'ailleurs, puis Matthew Nice, il faut rappeler aussi, hein, c'est pas comme si c'était une nouvelle administration qui aurait négocié pour l'envoyer à Montréal. C'est littéralement la même qui, 6 mois auparavant, lui a offert une extension de contrat assez généreuse et qui en était littéralement à sa première année. Donc, est-ce que c'est vraiment ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'on mentionnait du côté de l'état-major des Canadiens qu'on allait retenter le coup cet été? Oui, maintenant à savoir, est-ce vraiment Matthew Nice? Non, avec John Chaika, non, on peut oublier ça. Ah oui, hein, surtout que l'état-major à Toronto a bien changé. D'ailleurs, justement, c'était aussi le bilan des Canadiens de Montréal et on a aussi eu l'annonce finalement des trophées individuels. Je pense que Nick Suzuki, on s'attendait que ce soit une politesse de l'annoncer officiellement que c'est arrivé. Et Cole Caulfield pour le Lady Byng aussi, on lui a quand même accordé de très bonnes chances de le faire. Mais bon, c'était pas aussi évident que Nick Suzuki que ça allait le faire. Vous savez, ça, c'est quoi qui m'étonne par-dessus tout? C'est comme quoi, dans un marché comme Montréal, ça n'a pas fuité cette information-là. Oui, parce que la vidéo qui était sur les réseaux, je reviens dans 2 secondes à cette vidéo-là, mais la vidéo que fuité a été tournée entre qui est devenue publique, la LNH a publié, là, c'est entre les matchs 3 et 4 de la série contre Buffalo. Ça fait un mois de ça environ. Ça fait un bon 3 semaines facile. C'est ça, 3-4 semaines. Là, fait que, ça fait un bon bout, puis l'information n'a pas coulé. C'est assez impressionnant. Puis juste un petit mot sur la vidéo. Celle de Suzuki et Caulfield, j'ai trouvé vraiment adorable. C'était cute, les deux gars qui s'annoncent le trophée. Le concept était bon. Tu dis aux deux gars, tu vas lancer le trophée à l'autre, mais lui, il sait pas qu'il va recevoir un. On peut-tu parler juste 2 petites secondes, OK? Du fait que le lendemain, la LNH a publié une vidéo pour le gagnant du Vezina, Andrei Vasilevski, OK? Et juste après avoir fait ce petit concept-là vraiment cute avec Suzuki et Caulfield, le lendemain, on prend Andrei Vasilevski, qui sort de son entraînement à Tampa Bay. La police vient le chercher pour dire qu'il y a un objet suspect dans son char, comme s'il y avait une bombe dans son char. On sort les chiens pour le faire paniquer, qui s'est dit que c'était une bonne idée de remettre un trophée en faisant croire au gagnant du Vezina qu'il y avait possiblement une bombe dans son char. Et deuxième chose, tu dis un peu à tout le monde qu'Andrei Vasilevski, quand il va s'entraîner au complexe, il barre pas son char, tu peux l'ouvrir, tu peux partir avec. Quelle vidéo épouvantable. Non. Il y a des bons flashs depuis l'année passée, j'aime beaucoup ce concept-là, mais celle-là était épouvantable. Non. Honnêtement, je sais pas qui a approuvé et qui a pensé ça. Mais si j'étais derrière ça, moi, je l'aurais approuvé. Pour moi, c'est un excellent prank, ça, là. Ah, non, c'est dégueulasse. Là. C'est les fameux mimes, là. It's just a prank, bro, the prank en question, puis c'est ça. Puis, vous savez quoi, je pense que le pire dans tout ça, là, on n'en parle pas, c'est McDavid qui se fait faire une surprise qui gagne le Ted Lindsay. Mais OK, ça veut-tu dire qu'il gagne Paul Hart, finalement? Paul Hart? À moins que ce soit une deuxième vidéo qui ont ils ont séparé 2. Mais... Ou à moins que...
genre, ces vidéos-là, tu sais, il y en a peut-être fait 2-3 versions, là, justement, pour ça, dépendamment qui est le gagnant. Ils font-tu comme les casquettes de championnat puis ils envoient les mauvaises en Afrique? Non, je pense qu'ils le font juste pour le. Mais non, parce qu'ils peuvent pas faire une remise comme s'ils le donnaient à Kopitar puis ils prennent juste la bonne au final. Ouais, c'est sûr. Ils peuvent pas avoir fait ça. Fait que non, je pense pas. Mais écoute, grosse semaine dans la LNH, puis tu sais, je vais revenir un peu pour finir sur le dossier supposément Matthew Nice à Montréal. Moi, je trouvais ça juste drôle que, hey, on revient sur cette transaction-là 3 mois plus tard, à peu près 1 heure où on apprend, genre dans l'espace de 10 minutes, que les Oilers veulent se départir de Darnell Nurse puis que Dylan Larkin a demandé une transaction. Ouais. Moi, je trouvais ça juste comme timing. Quelqu'un, il se passe ça, on va ressortir un peu du papier mâché un peu du mois de mars pour se finir ça un peu. Des gens à Toronto qui se sont demandé comment est-ce que je peux faire en sorte que c'est à propos de moi, cette affaire-là. Voilà. Montréal, on est bon aussi là-dedans. C'est pas juste un truc de Maple Leaf. Montréal, on est bon aussi là-dedans. Puis, écoute, toute dernière chose, l'autre peut-être possibilité sur pourquoi cet échange-là aurait fuité, quelqu'un aurait dit ça quelque part, là. Il faut pas oublier que, là, il y a des grosses solutions sur le fait qu'il y a une petite guerre à l'interne entre le Canadien et les Maple Leafs qui remonte à quand, il y avait confirmé le congédiement de Brad Treliving. Keith Perley, le président de MLSE, donc le grand président des Maple Leafs, avait été devant les médias puis il avait parlé de la reconstruction du Canadien, comme quoi ça allait donc bien, il était donc bon, puis il s'est mis à nommer beaucoup de joueurs, dont Michael H. Il avait mentionné comme quoi il ne s'attendait pas à ce que les Canadiens soient bons cette année. Exact, puis il a nommé spécifiquement Michael H. Il a beaucoup parlé de Michael H. À Montréal, ça a fait jaser. Et le bruit qui a couru, c'est que les gens chez le Canadien avaient vraiment pas aimé que le président de MLSE parle de ça, qui se laisse aller le manche-patate sur Michael H. Et là, pendant le bilan de fin de saison, dans lequel on a tout un peu oublié ça, parce que la grosse nouvelle était que Brendan Gallagher a annoncé qu'il s'en va. D'ailleurs, je ne vois pas aucun monde dans lequel il finit pas à Vancouver, fin de sa parenthèse. Il y a un point qui a été super intéressant. Ken Hughes, pendant son point de presse, a été questionné à savoir, tes vedettes n'ont pas beaucoup performé pendant les séries, ça t'inquiète-tu? Puis il a insisté tout particulièrement sur à quel point Mitch Marner connaît des super belles séries à Vegas, puis que si on s'était juste fié à ses années à Toronto, on aurait pensé qu'il n'était pas bon en série. Je paraphrase beaucoup, mais c'est pas exactement ça ce qu'il dit. Et soudainement, 2-3 jours après, pouf, ça sort dans les médias. Fait il y a peut-être une guerre à l'interne en ce moment entre le Canadien et les Maple Leafs. On essaie comme de se lancer des petites pointes dans les médias, faire mal paraître l'autre. Fait que je suis curieux de voir si... On ne le saura jamais, évidemment, mais peut-être que c'est un lien avec tout aussi pourquoi cet échange-là aurait fuité. Peut-être que toute cette histoire-là. Mais en tout cas, c'est des questions que je me pose qui ont retenu mon attention depuis le début de la semaine. Vous savez quoi? C'est de la santé, ça. Il en faut un peu plus du petit mouche comme ça. Ah, ben oui. Alors, et oui, finalement, Brendan Gallagher qui a comme pas mal officialisé là, qui sera pas là. D'ailleurs, c'était un choc à un moment. J'écoutais, d'ailleurs, c'était quoi, mardi ou lundi dernier dans ma voiture, j'écoutais ça, puis je suis comme bon, tu sais, j'ai-tu perdu ma collection Internet, puis non, c'est quand il commençait à parler de sa mère défunte et comment c'est quoi qui était là pour l'épauler dans cette étape difficile. Puis, salutations. Je veux dire, mon Dieu, les gars, il était à Montréal pour quoi, la moitié de ma vie, un peu plus que la moitié de la vie de Félix. Pop, écoute, t'étais-tu dans la dizaine quand il est arrivé avec les Canadiens? Ben, il a été repêché en 2010. Puis il a commencé la saison du lockout 2013. La saison du lockout, j'étais au cégep. J'étais à ma première année de cégep. Oui, ma première année de cégep. Hey, fait que pour dire que ça fait longtemps qu'il est avec l'équipe. Donc, vous savez quoi? Mais encore une fois, c'est la fameuse histoire du contrat. Et c'est l'ancienne administration. Je pense que ça a été assez rapide. Puis, tu sais, je pense pas qu'on a besoin de s'éterniser plus sur le sujet que ça l'a déjà été, mais on sait comme quoi ce contrat, très vite, on s'est rendu compte que ça allait être un poids mort sur la masse salariale. Ouais. Bon, Félix, t'as pas l'air trop d'accord? Mais tu sais, il y a eu la pandémie, ça a comme capé le cap pendant quelques années aussi. Beaucoup de choses ont chié. Beaucoup. Absolument. Puis, tu sais, il y a aussi l'affaire qu'il faut oublier. Tu sais, là, ça parle depuis le début de la semaine, c'est qu'est-ce que les Canadiens vont devoir donner pour se débarrasser du contrat de Gallagher. Faut pas oublier que le plafond salarial est en explosion en ce moment, forcément le plancher, aussi, il y a des équipes qui vont avoir de la misère à atteindre le plancher. Et, tu sais, l'an dernier,
Montréal a eu à donner un choix de 5e ronde pour se débarrasser d'un contrat de 10,5 millions avec un gars qui ne jouait pas. Là, un gars de 6,5 millions qui peut encore jouer, non seulement je ne m'attends pas à ce que le Canadien ait à donner grand-chose, peut-être qu'on l'échange pour rien, mais je suis quasiment rendu au point où je m'attends à ce que le Canadien reçoive un petit quelque chose. Ce ne sera pas gros, là. Peut-être un choix de 5, peut-être un choix de 4, peut-être c'est peut-être un défenseur de la Ligue américaine. Là. Mais attendez avant de penser qu'ils vont nécessairement devoir donner quelque chose pour l'échanger. Gallagher est un gars extrêmement respecté à travers la Ligue. C'est Marco D'Amico qui parlait de ça. Il y a des dirigeants à travers la Ligue qui s'attendent à ce que le Canadien reçoive quelque chose pour Gallagher. Puis, si c'est à Vancouver, quelque chose, évidemment, on ne prendra pas la plus grande offre. Là, on va l'accommoder puis on va envoyer Gallagher où est-ce qu'il veut jouer, Vancouver. Fait que, ça va être un endroit où est-ce qu'il va vouloir jouer. Puis, on ne se battra pas pour avoir un choix de 2e ou 3e ronde si l'équipe nous donne un choix de 5. Là, mais le Canadien a des chances d'avoir quelque chose pour Brandon Gallagher. Puis, il mérite de jouer s'il veut jouer puis qu'il pense qu'il a plus de chances de le faire ailleurs sa dernière année de son contrat à 6,5. 6,5, c'est beaucoup, c'est surpayé, mais c'est pas un boulet que les équipes ne peuvent pas se permettre. C'est cher payé, mais c'est correct pour une équipe, disons, qui a beaucoup de jeunes ou qui a besoin de monter sa masse salariale un peu pour atteindre la planche. Et plus, Pop, excuse, juste avant, en plus, il va se retrouver avec l'un de ses anciens coéquipiers comme entraîneur-chef et dont l'équipe qui repêchera sûrement peut-être le fils du entraîneur-chef. Je ne sais pas quand ça passerait, là, mais... On verra ça au mois de juin, mais moi, je pense juste... Tu sais, je comprends Vancouver que c'est facile à faire l'association, mais moi, je fais juste rappeler que Chicago a quasiment 40-41 millions sur le cap salarial en ce moment. Oui, ils veulent tout garder pour Jason Robertson. Fait que... ouais, mais 40 millions, tu peux en donner en sacrement des contrats de 9-10 Ah, t'as peu l'offre aussi, la Pavel Dorofeyev s'en vient après. Là. Fait que Chicago, ça va brasser. Oh oui, ça. Vous en pensez quoi d'ailleurs de cette finale? On parlait comme quoi c'était du cinéma, mais je veux dire, le match 1, mon Dieu, que dire, Nicolas Ehlers qui décide d'aller commencer le match en Lyon à domicile, puis finalement, même si Vegas était mené à 0-2, on réussit à l'emporter. Le match 2, cette fois-ci, c'est à l'inverse. C'est Seth Jarvis qui ferme les livres en prolongation. Et puis là, c'est ce 3e match à Vegas que Vegas l'échappe totalement, se fait remonter de 4 buts. Là, c'est pas rien quand même en finale de la Coupe Stanley. Et finalement, on joue les héros en prolongation et on réussit quand même à atténuer ou du moins à stopper l'hémorragie puis finalement d'aller l'emporter en prolongation. Donc finalement, vous savez quoi, Vegas qui l'emporte de 1, je veux dire, c'est du cinéma, mais mon Dieu, que dire de tout cela? Moi, je suis juste surpris. Honnêtement, là, puis tu sais, on faisait la joke juste avant la série pour dire que toutes les games vont finir 2-1 parce que les deux équipes sont tellement structurées et bonnes défensivement qu'il n'y aura pas d'offensif. Là. Mais moi, je suis surtout surpris que, justement, tu sais, c'est des équipes qui sont tellement structurées. Moi, ça m'étonne parce que le momentum swing d'un bord et de l'autre, ça n'a aucun espèce de sens. Tu sais, on dirait qu'une équipe prend les devants, l'autre équipe marque juste un but, puis on dirait qu'on est en train de perdre les pédales complètement. Là. Tu sais, dans le match numéro 3, la Caroline qui... dans le match numéro 2, la Caroline qui remonte ça, puis que... Tu sais, parce que, je fais juste vous rappeler, dans le match numéro 2, Caroline était flat, mais de chez flat pendant les 50 premières minutes. Là. Vegas avait juste à closer 10 dernières minutes, puis ça allait être peinard. Là. On allait s'en sortir et tout ça. Même chose pour le match numéro 3. Je regarde ça, puis je me dis comment ces équipes-là font pour juste survivre en tant qu'équipe qui ne sont pas capables de garder leur composure quand le momentum swing le côté. En même temps, je me dis, je regarde qui sont dans les nets. Là, je comprends que Carter Hart et Frédéric Anderson avaient des bonnes séries avant la finale, là, mais on s'entend que c'est pas André Vasilevski et Elias Sorokin de ce monde. Là. C'est humain à ce fuck comme goaler. Là. Ouais, c'est... Quel drôle de série. C'est pas parce que tu repenses au match d'hier, puis dans les choses auxquelles tu repenses à le but en prolongation qui est un but un peu bizarre. Tu repenses à la grosse 3e période des Hurricanes. T'oublies comme un peu à travers tout ça qu'en 2e période, Mitch Marner est devenu Dieu lui-même puis il a marqué 3 buts en 8 minutes. Et t'oublies qu'avant ça, juste avant ça, il y a eu 2 buts qui ont été refusés. Vegas a passé à quelques pouces de marquer 6 buts en 2e période. 6!
C'est malade, man. C'est malade. Puis là, il va y avoir encore la grande question de est-ce que le 4e but des Hurricanes, il y avait de l'obstruction sur les gardiens en même temps. Est-ce que tu peux pas blâmer un entraîneur de ne pas te challenger pour ça parce que, surtout dans cette situation-là, là, quand ton équipe n'a plus vraiment de momentum, tu prends le risque d'avoir un autre désavantage numérique. C'est en toute fin de 3e période à égalité. C'est très, très risqué. Surtout que c'est tellement difficile de renverser ces appels-là. Fait que, écoute, ça a été un match, ça a été quelque chose. Il y a eu de l'action, le changement de gardien. Je pense que là, c'est la série de Brendan Bossy jusqu'à la fin, puis advienne que pourra. Peut-être qu'on retourne à Kochetkov, mais encore là, il n'a pas gaulé depuis, je pense, novembre. Fait, tu veux-tu vraiment aller là? Anderson, je pense que les équipes vont commencer à le comprendre. Bossy, juste le fait que le gant soit dans l'autre main, peut-être que ça peut, le style est différent, peut-être que ça joue un rôle. Un gars qui n'a pas eu une drôle de saison, gagnait beaucoup de matchs, mais avec des chiffres un peu inquiétants. Fait que j'ai hâte de voir comment on va gérer ça. C'est une grosse victoire des Golden Knights hier. On l'a échappé, mais on est revenu juste en prolongation pour gagner ce match-là. Perdre ce match-là, ça aurait vraiment scié les jambes de l'équipe. Ça aurait été terrible. Mais en même temps, c'était les Hurricanes. Tu peux dire que tu étais à un mauvais rebond de gagner ce match-là. Je sais pas. C'est drôle comme final parce qu'on est à 2-1, Vegas, puis j'ai aucune idée de qui a été la meilleure des deux équipes. Je n'ai aucune idée de laquelle des deux équipes a été la meilleure depuis 3 matchs. Moi, ce qui me scie les jambes, c'est que surtout Vegas, depuis le début des séries, ça a été une équipe qui a été tellement dominante en 3e période. Demandez comment que le Mammouth de l'Utah se sent en cette 3e période, ça a été une domination tout le long. Le nombre de remontées que Vegas ont faites en 3e période, que ce soit contre Utah, Anaheim ou peut-être même contre qui joue en fin, ou même le Colorado. Même le Colorado, on a eu besoin de quelques remontées en fin de match pour aller chercher des matchs dans ce balayage-là. Vegas, avant la finale, est plus 9 en 3e période dans les 3 premières rondes. Elle est moins 6 dans les 2 derniers matchs en 3e période. C'est fou. C'est ça qui me sidère vraiment. On dirait que tous les stéréotypes, tous les clichés qu'on s'attendait de cette série-là n'existent plus. Non, c'est malade. C'est malade. À travers tout ça, là, un nom dont je trouve qu'on parle presque pas assez, là, Brett Howden a plus de buts en série qu'en saison régulière. Il est rendu à 13 buts en série. Il en avait 12 en saison régulière. Puis Mitch Marner est tellement bon, puis la série est tellement folle qu'on oublie que ce gars-là est rendu à 13 buts en série quand il en avait 12 en saison régulière. Mon Dieu, qu'il y a des drôles de série, Brett Howden, de cette explosion-là. Puis le pauvre qui a signé un contrat de 2,5 millions par année pour 4 ans avant le début de la saison. Ça aurait été pas mal plus, je pense, s'il avait attendu un an pour le signer, ce contrat-là. Mais non, des belles séries pour Howden. Puis il y en a beaucoup des gars qui font. Ivan Barbachev comme des belles séries. Braden McNabb a reçu une rondelle d'en face en début de match numéro 2. Il a joué 37 minutes hier. C'est surréel, man, cet effort-là. Je sais pas si vous avez vu. Qui bloque des tirs en masse, là, fait que, ouais. Je sais pas si vous avez vu la séquence là, en super ralenti avec le. Oui. Tu vois juste la face de Brennan McNabb. Non, je veux plus voir ça. Ça me hante. Moi, ce qui me faisait rire, c'est que genre, juste la fraction de seconde, t'as juste la face de Brennan McNabb qui est genre. Tu sais, je pense que ça savait intérieurement que ça allait mal finir. Là. Je regardais ça. Oh, tu sais, il devait dire shit. Non, puis il racontait, je pense, c'est 20 points de suture qu'il y avait eu. Mon Dieu. Je fais juste repenser à. Je repense à la séquence où, tu sais, les millions de séquences où tu vois, par exemple, Yann Laperrière se manger une rondelle en face. Build different. Les joueurs de hockey, build different. Ah, man, c'est dégueulasse. Donc, oui, effectivement, hey, messieurs, vous savez comme quoi, là, on a mentionné que Mitch Marner est en train de virer Maurice Richard, littéralement, de battre des records de Maurice Richard. Je veux dire, peut-on entrer déjà en territoire de nonobstant du gagnant de cette finale, de voir Mitch Marner décerner moi, je commence à adhérer cette théorie-là. Pour moi, Mitch Marner, le nom, il est déjà gravé sur le trophée. Là. Peu importe comment ça va se finir, là, peu importe, même si la Caroline l'emporte, pour moi, il gagne le Conn Smythe, c'est déjà réglé. Es-tu vendu, Félix?
Écoute, l'affaire qui me fait pencher du bord à pop, c'est que je vois pas c'est qui le candidat clair. Mais t'en avais un seul, t'avais Frederick Anderson, là, il est rendu as. Mais en fait, non, tu peux me défendre que Taylor Hall, Logan Stankoven, Jackson Blake le mériteraient. Tu peux me défendre ces gars-là, puis j'imagine que tu peux me défendre Keandre Miller, qui serait un drôle de Conn Smythe, mais qui serait, tu sais, il y a des super belles séries, là, mais un défenseur qui excelle surtout défensivement, qui fait pas une tonne de points. C'est rare que ça gagne des trophées comme le Conn Smythe, mais c'est intéressant, puis écoute, ce serait drôle, je veux dire, ce serait objectivement extrêmement drôle que Mitch Marner gagne un Conn Smythe à sa première année loin de Toronto. Mais je pense qu'elle pourrait le gagner quand tu perds, il faut que tu aies été vraiment incroyable. C'est arrivé 2 fois, c'est Jean-Sébastien Giguère et Connor McDavid, quand McDavid il avait-tu eu 50 points ou il était proche? Non, je pense qu'il avait fini genre 47, 48 points. Genre, En il avait pas fait 50 borderline 50 points. Tu sais, Warner a des bonnes séries, là, il est à 30 en ce moment. À moins qu'il fasse 20 points d'ici la fin de la série, même s'ils perdent. Là, mais c'est ça l'affaire, je vois pas qu'il va le gagner de l'autre bord aussi. Non, mais c'est ça. n'est pas exactement un gagnant extrêmement extrême. Le premier tour des Hurricanes est nul. Fait. J'embarquais justement dans cette théorie, c'est pas parce que Mitch Marner est outrageusement dominant, quoi qu'il est super bon, mais il n'est pas outrageusement dominant, mais c'est parce que le seul vrai candidat que les Hurricanes avaient pour gagner le Conn Smythe, ben, il vient de disparaître au bout des 3 prochains matchs. Il n'y a pas vraiment de super gros candidat pour le Conn Smythe en ce moment. Mais moi, ce qui me fait... Attends, je vais juste finir avec une dernière statistique. Là. Regardez le classement des meilleurs pointeurs en série en ce moment. L'écart entre Mitch Marner et Jack Eichel, qui est deuxième avec 20 points, et le même écart que Jack Eichel avec Juraj Slafkovsky en ce moment. Ouais, c'est quand même fou ça. Mais écoute, le seul autre, là, il y a un nom qui vient de me venir en tête, je me dis, peut-être. Mais donc, Brendan Bossy fait genre 3 blanchissages de suite. Ça serait insane. En fait, non, attends. Non, ça arrive. En fait, je l'ai, moi, le candidat pour les Hurricanes. Le fucking gars au video room en haut qui n'arrive pas de des goals aux Hurricanes. Mais puis, les Hurricanes, c'est genre l'équipe parfaite, tu dis, Rod Brindamour le mériterait. Je veux dire, rendu là, hein? Toute la mentalité, le système de cette équipe-là, c'est on joue pour Brindamour, puis ça paraît, puis je veux dire, c'est ça la fin des Hurricanes, c'est qu'il n'y a pas un gars qui vole le show. Puis c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec toi. J'ai encore de la misère à me dire qu'il va le gagner même s'il perd. Si Vegas gagne, c'est sûr c'est lui. Mais je reviens encore à mon point. Je ne sais pas qui gagnerait chez les Hurricanes, qui a été vraiment meilleur que Marner. Fait du coup, j'achète. Okay. Rendu là, il faut bien avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un. Félix, prochaine nouvelle qu'on veut décortiquer un peu. On a mentionné comme quoi la nouvelle de Dylan Larkin est sortie à Détroit. Il ne veut plus être là, ou du moins a demandé à être échangé. Pour les gens qui aimeraient le voir aboutir avec les Canadiens de Montréal, il faut oublier ça. Je vois aucun monde dans lequel ça arrive. J'aimerais bien. Comment ça? Écoute, 2 choses. OK, je l'ai. Parce qu'il faudrait qu'il démontre son support à la victoire. Prochain appel. Je cache pas la chose. Il y a la fameuse vidéo des Olympiques où il recevait un appel du président. Okay, c'était bien drôle de dire qu'il fallait inviter les femmes. Bref. Je vois. Je n'irai pas là. Je veux parler de raisons purement dans le cas de Larkin. Écoute, premièrement, Steve Yzerman est un vieux de la vieille, un DG de la vieille école, et échanger des joueurs vedettes à l'équipe de ta division, c'est un peu adopté par la nouvelle génération, mais c'est complètement... L'ancienne génération ne veut rien savoir de ça. Fait que, déjà là, de base, je vois aucun monde dans lequel il se dit, bagage, je vais l'échanger à l'intérieur de ma division. Parce que oui, il y a Montréal, mais il y a les Panthers qui ont le 9e choix qui pourraient être intéressés. Peut-être le Lightning qui se dit, on va se construire. On a essayé Panarin, peut-être qu'on essaye un autre swing, mais je vois pas un monde dans lequel on échange Larkin à l'intérieur de la division. Et même si Steve Yzerman décidait, regarde, tu sais quoi, je vais être ouvert, puis Larkin va aller à Montréal, je vais le considérer. Le seul autre problème, c'est que Montréal n'a pas ce que Détroit recherche. Détroit, en ce moment, là, on parle de Steve Yzerman. Le constat qu'on avait il y a quelques semaines sur ce show-là, c'est le Yzer Plan est un échec. L'équipe n'arrive pas à se qualifier en série. Dylan Larkin veut s'en aller parce que les Red Wings n'arrivent pas à se qualifier en série. Yzerman, en ce moment, là, son siège est chaud. Okay? Essayez de vendre à ses partisans que, ouais, OK, on a échangé notre premier centre, là, mais
les boys, on a eu Zarovski qui peut-être dans 3 ans va être un élite top 6. Là, sérieux, je pense qu'il y a besoin de gars qui peuvent l'aider maintenant. Montréal en a, mais je veux dire, personne ne donnerait Cole Caulfield pour Larkin, personne ne donnerait Suzuki, évidemment, Demidov, Slav, Hudson. Tu sais, les vrais joueurs intéressants qui peuvent aider maintenant à Montréal, ils ne sont pas échangeables. Le seul que je vois, je dis, peut-être Kaden Goulet, mais Kaden Goulet n'est pas un morceau extrêmement structurant, des équipes qui vont faire mieux que ça. Fait que, oui, Michael Age est un lien logique. Le gars joue au Michigan. Le DG adjoint, c'est Sean Arkoff, qui est le père de Will, le coéquipier de Michael Age à l'Université du Michigan. Puis, il y a des liens faciles à faire, mais je pense pas. Je pense que Yzerman aurait de la misère, considérant que son siège est vraiment chaud en ce moment, à vendre le projet puis à se convaincre que Michael Age est d'un retour juste pour leur game. Même s'il l'est probablement, mais Détroit a besoin. Yzerman, pas Détroit. Yzerman a besoin de gars qui peuvent gagner maintenant et Montréal n'a pas vraiment de ces gars d'échange. Toute une question d'ego, hein? Moi, je fais juste dire que c'est le fun de faire des raccourcis et de dire Michael Age a des liens avec le Michigan. C'est pas comme si Dylan Larkin avait déjà plein de liens avec le Michigan et il veut quand même coller son. Ouais. Ça, c'est un autre affaire. Il y a juste ça. Moi, ce que j'avais pensé, OK? Je faisais une marche, OK? Shout-out le parc Rivière-du-Moulin à Chicoutimi pendant que Mio était en train quasiment d'atterrir là, à l'aéroport. Puis je pensais à tout ça, puis je me suis dit, si pas Mike Ilitch, mais mettons la famille Ilitch qui possède les Red Wings, disent, hey, sais-tu quoi? On va side avec Dylan Larkin, on va congédier Steve Yzerman avant de l'échanger. Oh mon Dieu! Parce que, tu sais, il y a aussi la notion que, oui, OK, Détroit ne participe pas aux séries, mais il y avait aussi l'affaire que, apparemment, que ça a sorti dans les médias, que la relation entre Larkin, Yzerman et l'état-major, c'est pas ce qu'il y a le plus cordial un peu. On est un peu, sans dire, à couteau tiré dans les médias, mais on n'est pas satisfait de la relation. Oui. Mais tu sais, c'est difficile de pas l'être quand ça fait, 7 ans maintenant que tu tournes autour du pot? Ouais, je comprends, mais peut-être que les propriétaires vont dire, hey, sais-tu quoi? Ça, là, ça pourrait être un excellent prétexte pour faire un changement de garde comme directeur général. Si ça peut nous permettre que Dylan Larkin soit peut-être un peu plus heureux puis qu'on reparte sur des bases, parce que, tu sais, Détroit a quand même des gars comme Lucas Raymond, Moritz Seider, Trey Augustine dans les nets, tu sais. Mais oui, Stanley Pelika, tu sais, il y a des gars là, qui s'en viennent un peu, mais, tu sais, peut-être que si on décide que, ouais, finalement, on n'était pas déjà sûr un peu, mais là, c'est trop la goutte fait déborder le vase. Steve Yzerman doit partir. Malgré le nom de tout ça, là. Pour vrai, en tout respect pour Larkin, puis je l'ai dit sur le show, je pense qu'Yzerman aurait dû perdre sa job il y a probablement 2 ans de ça, là, mais si ce qui fait perdre sa job à Yzerman, c'est que Détroit s'ostine à garder un premier centre ordinaire, c'est en tout respect pour Larkin, il est bon. C'est un bon premier centre correct. Excellent deuxième centre, mais premier centre correct. C'est un gars de 70-80 points qui est bon sur 200 pieds. Là. Il y en a quand même une coupe de ça. Là. C'est pas, mettons, Suzuki qui fait 100 points, Shifley qui fait 100 points. Il n'est pas dans cet échelon-là de centre. Il est une bonne coche en dessous. Là. Si c'est ça qui fait en sorte qu'on congédie Yzerman, Seigneur, ça tenait pas à grand-chose. Je pense pas qu'on le fait pour les bonnes raisons si on fait ça. Je sais pas. Bref, mon point, c'est qu'il n'aboutira pas à Montréal. C'est cute, puis probablement que c'est peut-être la meilleure offre qu'ils vont avoir. Mais même si Larkin dit, moi, je veux juste aller à Montréal, même si qu'il n'arrivera pas là, mais même dans le scénario où est-ce qu'il va voir Yzerman, dis-moi, la seule équipe à laquelle j'accepte une transaction, c'est Montréal. Yzerman va juste, c'est plate, mais t'es sous contrat à long terme, fait que tu vas jouer ici, bonhomme. C'est pas comme Noah Dobson qui voulait pas prolonger avec les Islanders. Lui, dans son cas, Larkin, il y a encore, je crois, c'est 5 ans de contrat à 8.7. Fait que, tu sais, c'est Yzerman est quand même pas dans une situation où est-ce qu'il est obligé de l'échanger. Généralement, dans la NH, les DG qui reçoivent ces demandes-là les exécutent le plus vite possible, mais Yzerman, un vieux de la vieille, comme je disais, pourrait juste décider de jouer une petite game de bras de fer avec lui, comme il avait fait avec Martin Saint-Louis quand il voulait l'échanger, quand Martin Saint-Louis avait demandé une transaction. Au final, il s'était sorti de là avec Ryan Callahan et des choix. C'était un super beau retour pour Yzerman. C'est quoi que ça a donné, l'échange Martin Saint-Louis, mettons? Je veux juste aller... Mais Ryan Callahan était le gros morceau, et si je me trompe pas, là, j'ai 2 choix en tête. C'était pas les. Anton Stralman, tu sais, t'es pas dans cette transaction-là non plus? Attends, je l'ai ici, je pense. C'est sur hockey des ces affaires-là.
Martin Saint-Louis s'en va aux Rangers de New York contre Ryan Callahan, un choix de première ronde en 2015, puis un conditionnel choix de deuxième tour conditionnel. Si on a du coup, c'est chaud. Choix de 2015, c'était pas Brandon Point? Non, lui, ça a été un choix de deuxième ronde. Ça, je suis pas mal sûr. Ah oui. Ça a été un choix de première ronde, ça, c'est sûr. Pour le fun. Il t'a pas entendu sur qui sont aboutis ces choix de deuxième ronde. Hein? Oui, c'est ça. Ben, j'essaie de trouver qu'est-ce que ça a donné par la suite. Là, souvent, le Puckpedia a ce genre de choses-là. Dans tous les cas, pendant que Pop cherchait, mon point demeure sur le fait que Martin Saint-Louis a demandé un échange, Yzerman a attendu, a été patient, puis a fini par avoir un beau retour pour lui. Fait que, même si Larkin dit juste tu vas venir à Montréal, Yzerman va juste dire ben, s'il m'offre rien, mon homme, tu vas rester ici. Tu sais, Larkin n'a pas une tonne de levier, dans le sens où il y a encore 5 ans de contrat, c'est pas comme s'il était un an d'autonomie. C'est plate, c'est pas idéal, ça pourrait donner une distraction, mais Yzerman pourrait juste se dire ben, tant pis, ça va être ça. Il pourrait se réessayer l'année prochaine, hein, n'est-ce pas? C'est possible. C'est très possible. Je veux dire, il y a des sérieuses chances que ça arrive. Mais... C'est toujours la suivante. OK, Pop, dernier appel. Est-ce que tu as les détails de la transaction? Non, je ne l'ai pas. C'est pas plus grave. Écoute, c'est pas plus grave que ça. C'est pas plus grave que ça. Je veux terminer dans ce qui est des nouvelles de hockey. J'ai mentionné en début de show comme quoi j'étais à une conférence de presse de Mario Cecchini et nonobstant de l'annonce qui avait été faite, le sujet de conversation, ça a été la méchante NCAA, ce monstre, ce problème, comme le commissaire Cecchini l'a lui-même appelé. Puis tu sais, tu peux pas te battre contre ça. Puis je pense que ça, on a rendu ça assez clair. Je veux dire, la NCAA est plus riche que même la LNH. Là. Donc, c'est battre un combat perdant si tu veux essayer de rivaliser là-dedans. Mais là, pendant ce temps-là, la NCAA apportait une nouvelle espèce de réglementation quant à l'admissibilité des joueurs. Puis là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment compris comment ça fonctionnait, ce règlement-là. Il y a des places qui disaient, bon, finalement, hey, vous savez quoi, il faut avoir 19 ans pour pouvoir jouer dans la NCAA. Le hockey junior est sauvé. Ils pourront jouer leur année de repêchage et après, s'ils veulent partir à 19 ans, ça va être correct. Mais encore une fois, comme je dis, je pense qu'il y a eu beaucoup de mauvaise compréhension par rapport à ça. Je vais citer un recruteur, dépisteur que vous avez sûrement déjà vu, messieurs, sur les réseaux, Jérôme Bérubé, j'imagine que vous connaissez aussi, oui. Qui dit comme quoi, les joueurs peuvent quand même jouer dans la NCAA à 17 et 18 ans, puis contrairement là, à ce qui pouvait être rapporté, c'est que l'horloge d'éligibilité là, ou d'admissibilité, devrais-je dire, de 5 ans, va commencer à 19 ans. Mais si tu commences à 17, 18 et 19, tu l'as ton 5 ans. Jusqu'à 20, tu as 4 ans. À 21, tu as 3 ans. À 22 ans, tu as 2 ans. Et à 23, tu as 1 an. En fait, comment ça fonctionne? C'est pas pour que les joueurs y rentrent nécessairement plus tard. C'est pour que les joueurs plus vieux, ils sacent leur cœur monnaie puis que les équipes de football ne se retrouvent pas, par exemple, avec des botteurs rendus à 30 ans. Là. Donc, en soi... arrête, c'est drôle. C'est drôle de voir des botteurs de 32 ans quand même. En soi... il n'y aura pas de changement drastique pour le hockey junior, autant que les gens avec qui j'ai jasé sur le plancher, vous savez quoi, il y en avait qui étaient un petit peu contents de la chose, parce que quand même, puis ça, je pense que ça peut rejoindre l'une des demandes de Mario Cecchini, puis c'est comme quoi on aimerait ça, peut-être juste un peu plus de transparence de la part des joueurs, parce que comment ça se déroule en ce moment, c'est qu'ils peuvent vraiment juste décider du jour au lendemain que, moi, je m'en vais. Puis on veut peut-être un peu plus de transparence de ce côté-là, mais en soi, ça ne change pas grand-chose dans la démarche NCAA, LCH. Moi, ce que je pense qu'il va arriver, c'est que on va prendre 2, 3, 4 ans, là, puis je pense qu'il y a... Écoute, ou peut-être il peut y avoir le scénario inverse, mais il y a tout le temps le discours de les gars de 19 ans, est-ce qu'ils vont trop tôt, est-ce qu'ils font le saut trop tôt junior, majeur canadien pour se rendre sur les universités américaines? Moi, je pense que on va attendre 3-4 ans. Là. Je pense qu'on va avoir une bonne idée de quoi va rassembler une réalité de gars de 18-19 ans. Ça va aller dans l'NCAA. Et puis, peut-être ça pourra décourager certains. Peut-être que ça va donner le message de « Hey, ça vaut la peine de jouer jusqu'à 19 ans, dominer peu importe là, si ce soit en Ontario, dans l'Ouest ou au Québec. » Puis après ça, tu dis 19-20 ans, puis après ça, je m'en vais dans l'NCAA. Si
je ne suis pas déjà repêché entre-temps. Au moins, ce qui est déjà rassurant, c'est qu'il n'y a plus comme le double standard pour s'entendre avec les droits des joueurs si tu es issu de la Ligue canadienne de la NCAA. Au moins, il n'y a plus ça. Mais moi, j'ai surtout hâte de voir dans 3-4 ans, ça va être quoi le message, puis comment l'expérience de ces 19 ans qui arrivent dans la NCAA. Face à des gars de 23-24 ans, là, on oublie un peu ce genre de choses-là, parfois. Là, c'est un gros step. Là. Même Gavin McKenna, ça n'a pas été facile quand il est arrivé à Paddington cette année. Là. Le seul changement que je vois, c'est ça va peut-être faire en sorte qu'il y a un peu plus de gars de 17-18 ans qui vont se dire, ben, gars, je peux faire une année de plus dans la GMQ, je vais pouvoir y aller après, mais t'as peut-être quelques gars plus comme sur le bubble, là. Ça change rien pour les gros noms, là. J'ai vu déjà Landon Dupont, c'est Michigan State qui travaille fort déjà pour aller les chercher l'an prochain. Les gros talents, t'as raison, Mio, ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. On risque de se les faire voler, entre guillemets, par la NCAA, mais c'est peut-être plus les gars comme sur le bubble. Les gars qui se disent, ben, je ne suis pas obligé de précipiter mon arrivée dans la NCAA. Je peux prendre 1 an ou 2 de plus dans le junior canadien et après ça, aller aux États-Unis. Mais ça dépend. Il va y avoir ça amène un petit changement. Ça règle une petite chose. Parce que les gens pensent que c'est la solution miracle qui va tout changer. Ça, non. Ça ne changera pas tout. Ben, tu vois, d'ailleurs, c'est Scott Wheeler qui nous avait annoncé ça pendant la fin de semaine, comme quoi Tommy Blale, qui a passé sa première année dans le junior avec les Wildcats de Moncton, d'ailleurs, excellent joueur de hockey, qui va se faire vraisemblablement repêcher en première ronde, défenseur offensif. Ben, lui, il est déjà aussi engagé avec Michigan State. Sauf que là, ce que Scott Wheeler nous a annoncé, c'est que Blale va retourner une autre année à Moncton comme année de repêchage +1. Et après ça, il va faire le saut en 2027-2028 avec une grosse équipe vraisemblablement là, à Michigan State. Ouais, peut-être que le nœud Dupont va déjà être là. Je veux dire, on peut se faire pour Dupont en ce moment. C'est qui est probablement le meilleur espoir du prochain repêchage, qui pourrait suivre exactement le même chemin que Gavin McKenna. Fait que ça va être intéressant à voir, mais oui, ça change. C'est ceux qui pensent que la règle, comme tu dis, Mio, là, ceux qui pensent que la règle va changer, puis que les gars comme Dupont puis McKenna, bon, il est un peu tard, mais que des gars dans cette situation-là ne seront pas courtisés par la NCAA avant leurs 19 ans. Non, c'est pas du tout ça qui se passe. C'est plus nuancé comme changement que ça amène. Puis je pense, mais aussi, tu l'as vu là, sur le plancher, là, ça force tellement des équipes à changer le plan. Là. Je pense les Sea Dogs de Saint John, là, dans un monde où la ligne est encore très dure, là, c'est pas une équipe qui achète et qui veut qui font cette année. Là. Même on est encore à 2-3 ans de ça. Puis là, on se rend compte du scénario de ben, c'est probablement la dernière année qu'on va avoir Alexis Joseph à Saint-John puis dans le junior. Fait que aussi bien changer de plan, puis fuck tout, on achète autant qu'on peut. Là. Puis c'est même pas en fait. C'est ça le pire, c'est beaucoup de maximiser ça, mais même pas parce que la LNH est dans les plans, mais parce que ça se peut que ce soit juste la NCAA, mais tu sais, même pour ce qui est des équipes qui veulent être haut de la Coupe Memorial, là, c'est pas difficile non plus, c'est pas facile non plus, parce qu'il faut que tu prépares quand même une certaine équipe puis que tu arrives avec des gros plans, puis tu sais, finalement, si tu décides qu'il y a le 3/4 de l'équipe. Tu sais, encore une fois, ça va beaucoup se fier puis sur la loyauté des joueurs, mais bon, on apprenait aussi que Maddox Dagenet va revenir pour une autre année. Puis ça, d'ailleurs, c'est un cas que je suis bien content qu'il soit de retour au junior pour pouvoir aller tenter de dominer un peu. On sait toujours, hein, avec des attaquants de puissance, parfois, on parle toujours un peu plus de projet. Donc, écoutez, content pour lui, content pour la direction des Remparts de Québec. Pour vous autres à la maison, si vous ne voulez pas rater quel que soit nos takes excellentes et les autres un petit peu moins, passez donc par notre compte TikTok et même Instagram où on a toujours du bon contenu pour ça. triplemenace.podcast.pop. Avant de passer au prochain bloc, j'ai la fameuse réponse qu'on se demandait tantôt pour l'échange de Martin Saint-Louis. Vas-y. Je disais tantôt qu'il y avait un choix de deuxième tour conditionnel. Hein? J'avais dit ça tantôt. Ouais. La condition, c'est que le pic devenait un choix de première ronde si les Rangers atteignaient la finale de conférence aux séries 2014. C'est ce qui a été fait. Non, qui atteignait la Coupe Stanley en 2014. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Fait que théoriquement,
Ça a été Ryan C'est ça, Callahan. déjà première ronde, c'est ce que je me disais, oui, c'est ce que je pensais. Mais au départ, c'était un choix conditionnel de deuxième tour qui est devenu un premier. Oui. Fait que c'est Ryan Callahan qui est deux choix de première ronde. Genre les 28e choix au total en 2014 et 2015. Pour la petite histoire, le Lightning a échangé ces deux choix-là pour trade down. Il y a un de ces choix, c'est devenu Josh Osang. Le Mario, le gars qui portait le numéro 66 chez les pros. Quand même, Charlotte à lui. Et le choix de 2015 est allé aux Islanders, qui est devenu Anthony Beauvillier. OK. Charlotte Anthony Beauvillier. Légende des Cataractes de Shawinigan. Absolument. OK, passons à autre chose, messieurs. Finale de la NBA qui fonctionne de plus belle. Messieurs, c'est quelle finale bizarre. Je pense que, en tout cas, dans mon cas, moi, j'avais mentionné Spurs, peut-être en 7. Je pense que, comment j'avais dit, c'est que les Knicks pouvaient pousser les Spurs en 7. Écoutez, dans le cas qu'on se parle, c'est toujours possible. C'est juste que c'est peut-être pas dans le contexte à lequel on s'attendait. Mais les gars, les Spurs qui échappent les 2 premiers matchs et dans le moment clutch, in the clutch, comme on dit, dans les dernières minutes, Victor Wembanyama, qui est un ombre de lui-même, qui, non seulement en plus, c'est des matchs qui sont très difficiles, très, très, très difficiles. Il y a quand même des 24 points, mais avec 12 lancers francs et 619, 620 du plancher, mais par-dessus tout, des revirements coûteux. Et je ne dis pas comme, oui, l'ensemble des revirements, mais des revirement dans le clutch, avec une occasion de prendre les devants ou d'égaliser, de perdre le ballon. C'est inacceptable. La passe, le revirement en question, là, de faire une passe, si je ne me trompe pas, c'est dans le dos de Stephen Castle ou de Devin Harper, les deux, mais il fait une passe directement dans le dos de son coéquipier, qui n'a aucune idée que le ballon s'en vient, dévie et sort en touche. Et après ça, encore pire, man. Sur la dernière séquence, Wemby a le ballon, Wemby a la chance de gagner, d'égaler le match à ce moment-là, je ne me trompe pas. La chance d'égaler le match, au lieu d'aller au panier. Rappelle, il est 7-4. Il domine physiquement n'importe qui sur ce terrain. Il prend un mid-range pour aucune raison. Le tir ne rentre pas. Game over. Écoute, ça fait partie du processus. Puis on a longtemps parlé d'à quel point Wemby était bon. Wemby est encore exceptionnel, là, mais ça fait partie du processus d'apprentissage. Des fois, ces moments-là sont immenses, puis c'est difficile de ne pas vouloir en faire trop. C'est difficile de juste rester dans ta game, considérant l'ampleur du moment. Puis je pense qu'en ce moment, c'est ce que Wemby est en train de vivre. Wemby est en train de comprendre que c'est pas parce que t'es le meilleur joueur que c'est à toi de tout faire, c'est à toi de... Des fois, il faut juste que tu gardes les choses simples. Des fois, il faut juste que tu redescends un petit peu l'intensité. Puis, tu sais, c'est un peu con, là, mais juste le fait que la finale de l'Ouest, on a tellement parlé de cette finale de l'Ouest-là contre le Thunder, qui était ça s'est rendu jusqu'en 7, ça a été une série extrêmement relevée, extrêmement intense. On a vu Wembanyama à la fin de cette série-là était en larmes. Là, je dirais. Wemby, à la fin de la finale de l'Ouest, avait l'air d'un gars tellement soulagé d'avoir gagné. Puis, je ne dirais pas qu'il n'était pas prêt pour cette finale-là, parce que je pense qu'il est quand même pas aussi stupide que ça. Là. Mais, tu sais, je pense qu'il a peut-être pris peut-être que sa finale pour lui, c'était la finale de l'Ouest. Peut-être qu'il a un peu sous-estimé. Ah, mais écoute, des fois, quand tu as un trop gros high d'émotion après une victoire, là. Ouais. Ce qui est un peu, pas de la même façon, là, mais ce qui est un peu ce qui est arrivé aux Canadiens contre les Hurricanes après la série contre Buffalo. C'est un peu ça aussi. Je veux dire, tu sais, des fois, tu as des. Puis il y a la fatigue aussi qui rentre. La série contre le Thunder était beaucoup plus éprouvante que la série des Knicks contre les Cavs. Là. Mais, tu sais, des fois, c'est peut-être juste ça aussi. Peut-être que cette finale de conférence-là a été tellement intense, tellement drainé mentalement. Puis c'est un jeune qui réalise encore ce que c'est faire un aussi long parcours en série. LeBron James a vécu ça aussi. Là, son premier parcours en finale a subi une défaite pas très chic en grande finale. Peut-être que c'est juste ça aussi pour Wemby. Peut-être que c'est juste de comprendre ce que ça prend. T'as 16 matchs à gagner. Puis c'est bien beau d'en gagner 12, même si ces 4-là contre le Thunder étaient vraiment, vraiment intenses, vraiment difficiles à gagner. C'est jamais plus facile la ronde d'après.
toujours un peu plus compliqué. Sauf dans la LNH, qui a un format de série un peu fucké. Là. Mais dans la NBA, c'est jamais plus facile. Ah, hey, c'est pas fucké. Gary Bettman a dit que c'était incroyable comme format. Je ne parlerai pas Et il a aussi dit que peu importe qui parle de mon demise et de ma retraite, mettez le doigt dans l'œil. Je n'irai pas plus loin sur les séries de la LNH. Mais bref, mon point, c'est que je pense que c'est un peu de ça. Je pense que Wemby, en ce moment, est un peu en train de comprendre les rigueurs d'un parcours vers une conquête de Larry O'Brien. Et écoute, bonne chance aux Spurs, hein, parce que là, il faut gagner 4 des 5 prochains matchs, dont 3 au Madison Square Garden. Si Wembanyama trouvait qu'il y avait de la pression chez lui, bonne chance au Madison Square Garden. La bonne nouvelle, c'est que demain, en raison d'une visite présidentielle, on demande aux fans d'arriver au moins 2-3 heures d'avance. Fait que peut-être que les gradins ne seront pas remplis à temps. Fait que peut-être que ça va calmer un peu l'ambiance. Puis pas de watch party dehors. C'est quoi, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? De la parce que mais Donald Trump voulait absolument aller voir la game de basketball. Non, basketball guy, Donald Trump. Ça, avec son grand chum Jim Dolan. Mais bon, regarde, j'ai bien confiance en les New-Yorkais de faire la bonne chose. Alors, on suit ça d'ailleurs. C'est un gros souhait. Mais moi, je fais... C'est une espèce de conflit d'horaire d'ailleurs. Mais la raison... Il y a une des raisons pourquoi je n'ai pas envie de tuer les Spurs tout de suite. C'est que on a déjà vu cette histoire-là par le passé. Je fais juste vous rappeler, il y a 10 et 20 ans, OK? On va retourner dans la machine à souvenir. 2016, qu'est-ce qui s'est passé? Pop, ben écoute, il y a eu le fameux 3-1, mais attends un peu, on a un autre... Mais après 2 matchs, Golden State menait 2-0. Gagné 2-0. T'en oublies un qui est arrivé aussi il y a littéralement 5 ans, là. Oui, mais j'avais vu comme l'affaire sur les 10 ans, fait que il y a 5 ans aussi, c'est vrai, mais on peut y revenir un petit peu plus tard aussi. Mais 2006, on se rappelle aussi que les Mavs gagnaient 2-0 sur l'île de Miami. Félix s'en rappelle pas. C'est vrai. Félix s'en rappelle mais pas. Mais tu vois, je m'en rappelle pas tant parce que j'écoutais pas plus le basketball à ce moment-là aussi. mais c'était assez où Dwayne Wade est devenu littéralement Michael Jordan. Ouais, c'est 2, là. Mais en même temps, la série de 2021, c'est au moins, c'était 2-0 pour les Suns, mais les Bucks n'avaient pas échappé de match à domicile, par exemple. C'est peut-être ça le point que j'ai un petit peu plus de misère parce que c'est beau, tirer de l'arrière 0-2, c'est une chose. Quand tu as l'avantage du score et tu as perdu les 2 premiers matchs à la maison, là, c'est une autre affaire. Ouais. C'est une autre game complètement. Mais au moins, Chris Paul a corrigé son addiction à la finale. Oh. Il était là au match, je pense que c'est le match numéro 1. Je pense qu'il était sur place, puis une des publications qui m'a le plus fait rire, c'est un gars qui avait reparté le champ en disant « Oh non, Chris, ça faisait 5 ans que tu étais ça, recommence pas pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est Chris Paul qui, quand c'était rendu en finale pour la première fois avec les Suns, avait dit qu'il était rendu accro à ce high-là de la finale et de la victoire. Et malheureusement, le pauvre qui est en sevrage depuis 5 ans et probablement pour le reste de sa carrière. C'est quoi que tu avais qui m'avait fait super aussi? Oui, c'était quand c'était le fameux match 5 canadien Hurricanes. Cole Caulfield qui marque un but qui veut dire piger. Juste pour dire que Frédéric Anderson n'a pas 2 shout-outs de suite back-to-back. Exact. Puis j'avais sorti le fameux screenshot de Chris Paul marque un tir à 3 points et coupe l'avance à 42 points. Autre belle référence de Chris Paul. Mais bon, on s'éternise un petit peu. Hein? Félix, dans un cas où les Spurs ne remontent pas la pente, ne gagnent pas 4 des 5 premiers matchs, on a eu cette conversation avec nos grands chums de l'époque d'Ali-Oop, comme quoi... Et tu prends une conversation dans laquelle Karl Anthony Towns est un MVP des finales, pas avec les Timberwolves. Oh man, tout ce que Kat fait de bien. Kat a un fan en moi jusqu'à la fin de sa carrière. Écoute, on parle de la série difficile de Wemby, mais si on parle de la série difficile de Wemby, il faut parler de l'excellente série du gars qui couvre Wemby pour une bonne partie de celle-ci. Karl Anthony Towns, on est pendant longtemps nombreuses critiques sur son jeu défensif. Ah, il n'est pas bon défensivement. Ah, il est juste bon offensivement. Ah, il n'est pas un joueur défensif assez discipliné. Ah, il prend trop de fautes. Puis,
Karl Anthony Towns est en train de donner la business à Victor Wembanyama en ce moment. C'est ce qui devrait se passer. Là. Wembanyama qui est possiblement déjà le meilleur joueur de la Ligue. Là. Il y a peut-être encore 2-3 gars qui sont là, mais Wembanyama qui est peut-être déjà le meilleur joueur de la Ligue en ce moment, là, se fait donner la business par Karl Anthony Towns dans cette finale-là. Quand les arbitres n'essaient pas de lui donner des fautes complètement ridicules pour donner une chance aux Spurs, là, ça c'était la 4e dans le match numéro 2 était ridicule. Là. Mais écoute, quand Karl Anthony Towns, ça a toujours été ça, quand Karl Anthony Towns se tient loin des fautes, là, ce gars-là est dominant sur le terrain. Okay? Puis je pense que c'est encore ça qu'on est en train de voir. Cat était le morceau qui manquait aux Knicks. Oui, il y a Brunson qui est exceptionnel. Oui, il y a Josh Hart qui est une véritable peste sur le terrain. Puis oui, il y a Bridges, oui, il y a Robinson, oui, mais Karl Anthony Towns est le meilleur joueur des Knicks dans cette série-là et c'est lui qui mérite le titre de MVP des finales. Pas nécessairement parce qu'il marque autant que Brunson, mais juste parce qu'on l'a dit, Wembanyama connaît une série épouvantable et qui est le responsable de ça? Karl Anthony Towns. Si Andre Iguodala a été MVP d'une finale dans laquelle il marquait presque pas parce qu'il couvrait LeBron James, ben Karl Anthony Towns, qui marque pas à peu près en plus, mérite d'être le MVP de la finale pour ce qu'il fait sur Wembanyama. Ça allait être ça un peu ma question que je voulais te poser. Parce que dans le fond, l'NBA récompense juste le meilleur joueur des finales, pas le meilleur joueur des séries. Non, ce sont les finales. OK. Parce que si ça avait été le cas, c'était pour les séries, là, tu sais, ça aurait été Brunson, là, puis peu importe comment il aurait joué de manière négativement, là, tu sais, je pense juste l'aura de Jalen Brunson à New York, à lui ça, il aurait donné, mais en sachant que c'est juste les finales, je pourrais le voir un petit peu. Puis Brunson est encore le favori en ce moment. C'est quand même assez serré, le 4 n'est pas très très loin derrière, mais Brunson reste le favori en ce moment. Puis tu sais, dans le doute, tu donnes souvent au meilleur joueur de l'équipe, puis le meilleur joueur est Brunson. C'est le joueur vedette de cette équipe-là, c'est le joueur de concession, mais Karl Anthony Towns, pour tout ce qu'il fait, puis écoute, je serais tellement heureux de voir ce gars-là remporter un titre d'MVP des finales après tout ce qui s'est dit sur lui, après toutes les difficultés que ce gars-là a connues dans sa carrière, que ce soit le décès de sa mère qui l'a vraiment affecté, qui a changé un peu sa trajectoire, toutes les nombreuses critiques qu'il a essuyées au Minnesota, les critiques qu'il a essuyées l'an dernier avec les Knicks, on l'oublie, mais il a été pointé du doigt comme l'un des responsables de cette fin de saison un peu décevante des Knicks. Ce serait tellement cool que le gars qui a été repêché premier en 2015, qui après 2 ans était la réponse de vrai 80% du monde à la question, si tu pouvais construire ta franchise autour d'un joueur, ce serait qui? On est dans le pic de Steph Curry, Kevin Durant est encore exceptionnel, LeBron James est encore exceptionnel. La réponse à 80% à peu près avait été Karl Anthony Towns. Ce gars-là est un phénomène, a été le premier d'une longue vague de centres qui tire. Ça a été ce gars-là a amené une petite révolution et ce serait vraiment, vraiment cool que cette saison-là se finisse par un titre de MVP des finales pour Karl Anthony Towns. Par ailleurs, on parle de l'aigle de chez les Knicks. Êtes-vous tombé sur la discussion autour du fait que Carmelo Anthony n'a comme plus vraiment sa place dans l'histoire de la NBA, dans le sens que mon gars a eu ses premières saisons avec les Nuggets, mais tout d'un coup, tu as un gars qui arrive là, qui porte le même numéro 15 et qui gagne un championnat et plus d'MVP qu'on puisse le compter. Ouais. Et sa carrière avec les Knicks, où il y a eu vraiment... On peut argumenter qu'il y a un meilleur pic, là, mais un autre gars de New York qui arrive, du nom de Jalen Brunson, qui amène l'équipe en finale et sur le point peut-être de gagner un championnat. Comme. Puis tu sais, on aime ça casser du sucre sur des joueurs qui délaissent leur équipe pour se ramasser dans des super teams pour gagner des championnats. Ouais. Ben, il y a une raison pourquoi ces joueurs-là font ça, parce qu'ils savent que souvent, si tu ne gagnes pas de championnat, t'es plus remplaçable facilement dans la mémoire collective des gens. Je pense que Carmelo Anthony, qui, on se rappelle, je ne sais plus si ça a changé depuis là, mais à un moment donné, à la fin de sa carrière, il était top 10, meilleur pointeur de l'histoire de l'NBA. C'est un surefire first ballot Hall of Famer et on dirait que la nouvelle génération a juste aucune place pour lui. Parce qu'il n'a pas gagné l'ultime trophée qu'il fallait. Nope. Mais bon, son leg est effacé. Écoutez, à la maison, si vous appréciez le show,
Ben, allez donc mettre une petite étoile sur l'application de choix, peu importe où vous écoutez ça, là, que ce soit à Apple Podcast ou Spotify. Ça nous aide beaucoup avec l'algorithme, puis on veut agrandir un petit peu la famille. Messieurs, on arrive dans les dernières 20 minutes de l'émission. On va passer très rapidement. Félix, les Yankees qui, présentement, sont sans ont un petit peu de misère, hein? Mais bon, est-ce qu'on garde le cap? Est-ce que ça va bien sans le capitaine Judge? Écoute, la nouvelle est pas rassurante parce qu'Aaron Judge, on a appris quelques semaines d'absence. On parle de l'échéancier pas clair, le Judge ne veut pas en parler, là, mais quelque chose comme 1 mois ou 2, le 4 à 8 semaines, le plus 6 à 8, il y en a qui disent 4 à 6. Bref, probablement pas avant le mois d'août qu'on va voir Aaron Judge dans la Ligue des Yankees. Ça, c'est un assumant qui va revenir à ce moment-là parce que les Yankees et les blessures, on sait que c'est toujours une aventure. Mais écoute, j'ai quand même confiance que les Yankees vont réussir à se tirer d'affaire parce qu'on est mieux aussi qu'on l'a déjà été pour survivre à une absence de Judge. Tu sais, Ben Rice a une saison exceptionnelle, on en parle beaucoup. Cody Bellinger, ça passe un peu plus sous le silence, mais Cody Bellinger, en ce moment, est un réel candidat au MVP pour la saison qu'il connaît. Il y a une saison phénoménale dans l'alignement des Yankees. Giancarlo Stanton est blessé, va revenir éventuellement. Paul Goldschmidt frappe comme s'il avait 26 ans. C'est vraiment impressionnant la saison de Paul Goldschmidt aussi. Puis, tu sais, c'est un bel effort collectif chez les Yankees en ce moment. Trent Grisham aussi qui commence enfin à trouver du poil de la bête. Si Stanton peut revenir sous peu, puis des raisons de croire, il pourrait revenir d'ici la fin du mois, ça va aider au moins à traverser la tempête et à donner un peu de punch offensif. Mais ce qui aide aussi, c'est qu'au monticule, on s'en sort bien. Garrett Cole est revenu, est excellent. Cal Schlittler est le favori pour le Cy Young en ce moment. Puis oui, Max Fried n'est pas là non plus. C'est 2 grosses pertes. Là. Si tu m'avais dit au début de la saison, Aaron Judge et Max Fried vont manquer plusieurs mois d'activité. Stanton aussi, là, que ces 3 gars-là vont manquer plusieurs mois d'activité. J'aurais fait, pas rassurant. Mais les Yankees trouvent des manières de gagner. On a des ressources. L'émergence de Schlittler et de Rice ont vraiment permis de consolider cette équipe-là. Fait que, tu sais quoi, oui, ça fait mal de perdre Judge, qui est le meilleur frappeur du sport. Oui, ça fait mal de perdre Max Fried, qui est un des 5 à 10 meilleurs lanceurs partants du sport. Mais sérieusement, je suis pas trop inquiet pour les Yankees en ce moment. Surtout avec la division qui est tellement mauvaise. Les Rays, la magie noire va finir par s'essouffler à un moment donné, je peux pas croire. Puis au-delà de ça, le reste, les Red Sox sont une joke. Les Blue Jays sont blessés, ça n'a aucun sens. Les Orioles, le gâteau a de la misère à lever. Puis le reste de l'américaine est une joke aussi. Là, fait je suis pas trop inquiet pour les Yankees, même avec Aaron Judge qui va manquer. Une équipe que la magie noire va finalement finir en saison. C'est drôle, on disait la même affaire pour les Jays l'année passée aussi. Hein. Je fais juste rappeler un peu. Moi, ce qui m'intrigue dans le cas de Judge, c'est pas tant Judge ou les Yankees présentement, c'est qui va finir leader dans les home runs cette saison, dans les 2 ligues. Parce que... Jordan. Avec combien? Ah oui. Quoi? Jordan va en frapper une 50. Oui. Okay. Mais ça, c'est potentiellement. T'as-tu déjà vu Jordan Alvarez jouer une saison complète sans se blesser 3-4 semaines, 1 mois? Ça, c'est un bon point. Est-ce que tu as déjà vu un Byron Buxton jouer plus que 3 mois dans une saison? C'est un bon point. Parce que je regarde ça. Mettons, si on regarde pour l'américaine en ce moment, tu as Jordan Alvarez qui mène avec 22. Munetaka Murakami qui est derrière lui, qui va encore manquer. Lui aussi, quasiment un 4-5 semaines encore pour les White Sox. T'sais, lui peut peut-être sortir de la course là-dessus. Byron Buxton manque 2 mois par année. Ça, c'est quasiment immanquable. À date, Ben Rice est encore peut-être le meilleur candidat pour l'américaine. Selon moi. Je pense que c'est encore Jordan, mais Ben Rice a des sérieuses chances. Tandis que dans la nationale, ben là, t'as Kyle Schwarber qui, malgré tout le style puis le build du gars, t'as pas l'impression que c'est un gars qui est super solide ou du moins qui est durable un peu, puis surtout avec l'âge qui avance. Mais Chris, ce gars-là ne manque aucune game, jamais. Il est pas de swab. Il y a eu un virus, il a manqué une game, c'est tout. C'est tout. Puis, tu sais, Malolson, un autre modèle de constance qui a encore connu une superbe saison. Puis, tu sais, je commence à redescendre dans la nationale. Hunter Goodman, James Wood, Jordan Walker, tu sais, on commence déjà à baisser un tier là-dessus. Moi, c'est ça un peu qui m'intrigue dans le côté de Judge, c'est qu'il va manquer 1 mois. Tu sais, je pense pas qu'il va refaire 50 circuits encore cette saison. Je me demande à quel point on va se rendre aussi haut dans la course au circuit. Puis aussi, qu'est-ce que le concours de coup de circuit va ressembler dans 1 mois aussi. Ouais. Là. C'est Murakami puis Judge déjà pas là.
sais, ça n'aurait pas été. Judge, je l'aurais probablement pas fait, mais Murakami. Ouais, c'est ça. Murakami, je Oui, pense ça qu'il aurait l'aurait fait. Aucun problème, là. Je pense pas que Judge l'aurait fait, mais. Sinon, Josh Chisholm est probablement disponible pour leur faire. Ce qui est Oh, voir un absolument, gars taper 3 circuits en première ronde. Là. Il va venir défendre son titre de All-Star du concours de coup de circuit. Tu sais, même, Kyle Raleigh n'a pas la même saison. Il est blessé, lui aussi, il est encore blessé. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je regarde tout ça, puis je suis comme, qui va finir plus haut? Puis, tu sais, ça va, nonobstant, ça va influencer qui va gagner l'MVP à la fin de la saison parce que, autre que l'année passée, quand Aaron Judge n'a jamais mené le nombre de circuits, ben on récompense tout le temps celui qui a le plus de circuits pour l'MVP depuis 4-5 ans. Vous l'avez. Le favori est devenu Bobby Witt, puis il s'est blessé aujourd'hui. Fait que qui va être l'MVP? Bonne question. Il n'y a personne qui veut gagner l'MVP. Pas de MVP cette année. Pas de MVP dans l'américain. Est-ce que parfois la vie vous frappe tellement fort, vous avez de l'air. Voyons. Bro est en train de zone out en ce moment. Ça va, Mio? Tu vas nous jaser, Mio? Ce que je voulais dire. Allez chier. Voyons, où c'est que je vais aller avec ça? Je dis, est-ce que la vie, parfois, vous frappe tellement fort que j'oublie son nom, que vous avez juste l'air... Chris, c'est quoi son nom, tabarnak? Mais je sais pas. De Blake Snell. Ah! Ah oui. Le Steve Buscemi, 20 ans plus jeune, là. Ouais. Est-ce que parfois, la vie frappe tellement fort, vous avez juste l'air de Steve... pas Steve Buscemi, mais de Blake Snell. Man, sur les... Parfois dans l'enclos, qui regarde dans le vide, dans le néant. Ouais. Mais bon. Ah ouais. Ben, ça, Écoutez, c'est la soirée que j'ai eue. Hein. C'est pour ça qu'on y parle. Et on n'est même pas arrivé à peut-être la plus grosse nouvelle de la semaine, tout sport confondu. C'est celle que j'ai glissée, dont j'ai glissé un mot sur la revue de presse du Salon Mio, disponible tous les jeudis matin, une plateforme de votre choix où vous trouvez ce balado. Mais les Rams, qui, fidèles à eux-mêmes, ont dit, vous savez, ces choix de repêchage-là, Fuck them picks. This bitch empty. Yeet. Ça, millennial, ça, by the way. Hein. Oh, ouais. Ça, c'est... Donc, Bring back Vines. Vines était le pic de l'humour. Vous êtes juste pas prêts pour cette conversation-là. Le truc qui ont mal vieilli. Mais bref. Fait que les Rams, vous savez quoi? Vous savez quoi? Matt Stafford, peut-être quoi? Une grosse année encore dans le temps? 2-3. Peut-être 2. Ben, ça fait 5 ans qu'on dit que Matthew Stafford a encore 2-3 bonnes saisons. Je vais redire, puis Félix, tu vas arrêter de m'interrompre si violemment. Je m'excuse. Matthew Stafford, peut-être une dernière grosse année digne d'un MVP, peut-être. Encore une fois, mot peut-être. Mais Davante Adams, ça ne se rajeunit pas, ces affaires-là. Hein? Le groupe défensif, tous les joueurs qu'on est allés repêcher récemment, arrivent quand même bon niveau de maturité pour que tout ça fonctionne extrêmement bien et que tu n'as pas besoin de sortir le gros chéquier déjà. Donc, pourquoi pas frapper, pas un court-circuit, un grand chelem en 9e avec 3 points de retard et tu décides d'aller chercher maintenant le détenteur du record pour le plus de sacs en une saison. Myles Garrett, membre maintenant annuel du club des 99 de Madden, le meilleur joueur défensif au football présentement. Puis juste, ça, oui, écoutez, ça a coûté ce que ça a coûté, Jared Verse, des choix de repêchage, surtout de la première ronde, mais, messieurs, Myles Garrett est un Ram de Los Angeles. Ah, man, je t'explique comment j'ai appris cette nouvelle-là, OK? Parce que lundi, vite, une petite parenthèse, là, lundi, je couvrais le bilan de fin de saison du Canadien, OK? Ça a commencé à 9 et j'ai fait ça jusqu'à 4 heures, OK? Mais à comme 1h15, le gros de la tempête était passé, fait que je me suis pris une petite 15 minutes pour aller manger, OK? Et au moment où est-ce que je prends une gorgée d'eau, il y a une notification sur mon téléphone avec 3 signes d'alarme de Ian Rapoport. C'est Ian Rapoport, le premier qui m'a fait ça. J'ouvre la notification. Je m'attendais à A.J. Brown aux Pats parce que ça, on en jasait, c'était presque sûr que ça allait arriver lundi. Ça. J'ouvre la notification.
Myles Garrett, j'ai lu les mots Myles Garrett, Rams, je me suis étouffé avec ma gorgée d'eau. J'ai relu 3 fois pour être sûr que j'avais bien lu. T'avais sûrement aussi relu 3 fois que c'était le bon Ian Rappaport. J'ai revérifié toutes 3 fois pour être sûr de bien l'avoir vu. Et man, quelle nouvelle ça a été. C'est incroyable. Puis écoute, la transaction en tant que telle, j'en reparlerai pas trop parce que Mio, tu l'as fait jeudi. C'est une immense transaction. C'est le meilleur joueur défensif qui se fait de la Ligue qui se fait échanger. Mais moi, ce que je tiens à dire, c'est que depuis que Myles Garrett a été échangé, il y a eu une autre affaire qui circule dans l'entourage des Rams. C'est que, soudainement, Aaron Donald s'est dit peut-être que ça pourrait me tenter de sortir de la retraite. Peut-être que si je suis capable, le Super Bowl est au SoFi Stadium, là où on avait gagné le Super Bowl pour les Rams en 2021. Tu sais, peut-être que juste, je suis capable de repartir la machine. Tu sais, Aaron Donald, c'est garder en shape. S'il y a un gars pour qui je suis pas inquiet qui s'est gardé en shape, c'est Aaron Donald. Si je suis capable de retrouver le feu sacré Pat McAfee qui avait sorti ça, je suis capable de retrouver la motivation. Tu sais quoi? Ça se peut que je sors de la retraite. Si les Rams réussissent à sortir Aaron Donald de la retraite, même si ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, là, il sera dans un rôle de rotation plus que de 100% de snap comme il joue avant. Là. Si les Rams sortent Aaron Donald de la retraite et qu'Aaron Donald est juste 80% de ce qu'il était, même 75% de ce qu'il était à l'époque, les Rams auront la meilleure équipe sur papier de l'histoire de la NFL. Il n'y aura pas un alignement plus talentueux de A à Z que les Rams. Oh, tu veux aller là. Trouve-moi une équipe qui a un carrière MVP, 2 bons porteurs de ballon, 2 receveurs étoiles, une ligne offensive qui fait vraiment le travail, très sous-estimée, une défense qui a Myles Garrett et Aaron Donald, qui a des secondaires qui sont vraiment solides, Nate Landman qui vient d'être le nouveau pilier, et qui avait une faiblesse, c'est au niveau des demi-coins. On était chez Trent McDuffie, Jalen Watson, on a prolongé Quentin Lake, on a prolongé Cam Curl, et on avait des difficultés au niveau des unités spéciales, on est allé chercher des nouveaux morceaux. Les Rams, sur papier, ont la meilleure. Ah, puis t'as Sean McVay comme entraîneur aussi. Messieurs, c'est pas un épisode de la triple menace si je fais pas un peu de propagande. Non, si j'entends le mot Steelers, Mio, je ferme ton micro. Fait à la position de carrière. Non. Terry Bradshaw. Non. Après ça, on va continuer. Mel Blount. Non. Non, mais attends, c'est pas fini. Jack Ham. Humbert. Mo Greed. Fuck. Toutes ces équipes-là, man, c'est genre 12 membres du table à renommée. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ce n'est pas un épisode de la triple menace. Ben, tu vois, vite, je fais l'exercice, ok? Là. Stafford va y rentrer. Adams va y être. Puka a des sérieuses chances. Myles Garrett va y rentrer. Si Aaron Donald sort de la retraite, il peut être là. Et donc, je me force. Peut-être pas 12, mais il y a tellement. Il n'y a pas de faiblesse. Il n'y a aucune faiblesse. Les gens capotent parce que les Rams ont pris Ty Simpson 13e au total. Il n'y avait aucun autre joueur sur le board à ce moment-là qui t'aurait été plus utile qu'un deuxième carrière qui va peut-être donner de l'espoir à ton équipe dans l'éventualité où Stafford se blesse. Puis, les Rams ne font jamais l'échange de Myles Garrett si Ty Simpson n'est pas pris parce que là, tu sais que ton carrière d'avenir. Fait que tu n'as pas besoin de te garder beaucoup de munitions pour aller en chercher un plus tard. Fait sérieux, cette équipe-là n'a pas de faiblesse. J'essaie d'en trouver une, je n'en trouve pas. Moi, je fais juste dire que les Rams détruisent le football, là. C'est LA qui détruit un sport, c'est rien de nouveau. C'est une joke en passant. Je voulais juste faire un petit raccoin avec les Dodgers, mais on sait que c'est pas vraiment la même chose là-dessus. Mais moi, ce qui me ferait vraiment, vraiment rire, OK, là, c'est que, tu sais, on hype tout ça. On dit que, tu sais, cette équipe-là. Écoute, il y a quelqu'un qui vient de dire potentiellement son papier, son sort Aaron Donald, la meilleure de tous les temps. Hey, j'ai les chiffres d'ailleurs. Les Steelers, c'était 9 Hall of Famers. Moi, je fais juste dire que ça serait. Incluant le coach? Le coach était dessus. Sans Chuck Noll. Ça serait juste vraiment drôle qu'on arrive un jeudi soir à San Francisco et qu'on perde le premier match. Ça se peut, man. La fameuse. Il n'est pas en Australie, ce match-là? C'est pas le match? C'est. Neutral. Ah, oui, ça doit être une game en Europe. Oui. C'est ça.
Mais c'est contre San Francisco officiellement. Fait que, imagine, on perd le match numéro 1. Puis, écoute. Ah, ça se peut, man. Puis, le football étant le football, là, tu sais, Myles Garrett peut se blesser semaine numéro 2 et manquer toute la saison, là. Mais tu sais quoi, l'affaire, c'est qu'on a des ressources pour le remplacer. Oui. Le seul dont on ne se remettrait pas, c'est une blessure. Puis même là, on a Simpson qui donne une chance, mais c'est le seul qu'on se remettrait pas. Puis encore Ty Simpson. Mais tu sais, moi, je disais encore l'année passée, moi, je mettais quasiment ma main au feu que les Eagles allaient faire un back-to-back. Puis regarde ce que ça fait. C'est dur. C'est très dur. Personne n'aurait dit ici pareil dans le Surtout dans la NFL, tu sais, quand tu as la cible derrière toi, d'être l'équipe à battre, là, c'est rough. Absolument. La vie n'est pas facile pour les champions de cela. Messieurs, on finit très, très, très rapidement, Pop. Mais Green Bay, gros pari, Christian Watson, t'as 2 minutes. Écoute, moi, je fais juste dire Green Bay, vous venez de mettre 110 millions pour un gars qui n'a même pas fait 700 verges en une saison. C'est énorme comme gamble. Mais je comprends aussi que vous en allez avec ça parce que je ne sais pas si vous avez vu statistiquement les 10 derniers matchs de la saison, Christian Watson, c'est comme genre top 15 meilleure production en termes de toucher puis en termes de verges par la passe. Chose que j'étais genre, what the fuck, ça sort de où ça? Green Bay, j'aime pas le pari, mais je comprends pourquoi vous l'avez fait. Vous pariez un peu sur cette finale-là, un peu cette saison-là. Puis écoute, sur une saison de 17 matchs, Christian Watson finit à peu près 60 réceptions, 1038 verges, puis 10 touchés. Il y a 3 autres receveurs de passe qui ont fait ces 3 choses-là durant la même saison. C'est Puka Nacua, JSN, puis Amon-Ra St. Brown. C'est une production de receveur numéro 1. Puis tu sais, on s'entend là. Il y a eu des départs aussi à Green Bay, Dontavius Wicks, puis il y en a un autre, Romeo Doubs aussi, qui est parti durant la saison morte. J'ai hâte de voir. Moi, c'est le pari que j'ai hâte de voir pour Green Bay cette saison. Tu n'as pas le choix de te connaître à Watson parce que c'est la chose la plus proche d'un numéro 1 que tu as, même si ce n'est pas un bon numéro 1. C'est facile de se convaincre que Watson est intéressant. 6 pieds 4, court comme le vent. C'est facile de tomber en amour avec Christian Watson en tant que joueur de football. En tant qu'être humain aussi, j'imagine. D'après moi, c'est un bon gars. Mais écoute, c'est facile. Puis tu le vois, l'impact de quand il est là, quand il n'est pas là. Il fait tellement une immense différence. J'ai hâte de voir la structure de 70 millions. J'ai l'impression qu'il y a une bonne partie de ça qui n'est pas garantie. Pour ça qu'il y a des gros enjeux de blessure pour Christian Watson. Mais ça semble être réglé ses problèmes récurrents aux ischio-jambiers. Fait qu'on le souhaite parce que c'est vrai que c'est un Green Bay se commet un peu à Christian Watson comme numéro 1, mais Matthew Golden n'a pas émergé comme on le pensait. Jaden Reed a aussi des enjeux de blessure. Dobbs est parti. Oui, c'est parti. On a commencé pas à faire le ménage dans ces 6 receveurs numéro 2-là qu'on avait. Fait qu'on n'a pas le choix de se commettre à quelqu'un éventuellement. Puis Watson est de loin celui qui a le plus gros impact par rapport à quand il est là versus quand il n'est pas là sur le terrain. J'essaie d'aller retrouver l'argent garanti. Je ne les ai pas vus passer. Ça se peut que je ne sois pas sorti encore. C'est bon, mais en tout cas, bref, gros pari sur Green Bay, surtout dans une grosse division qu'on dirait que personne ne veut vraiment gagner l'année prochaine. Là, ouais. Green Bay a des points d'interrogation. Chicago, en fait, les Bears de l'Indiana, soit dit en passant, des points d'interrogation. Les Vikings, la même chose, puis les Lions. Fait que grosse division encore l'année prochaine. Ne sous-estime jamais le nord de la NFC, mais elle va être compétitive jusque genre à 8e semaine. Oui, mais tu sais, le fameux stade compétitif avec plein d'équipes à 17. Ouais, mais ça va débarquer, mais jusqu'à semaine 8, ça va être genre ils seront tous à 5-3, puis finalement... ça va, genre les Lions vont être genre, c'est ça, 5-2, puis vont être genre derniers de leur division. Mais genre, les Vikings vont perdre tous leurs matchs pour finir la saison, tu sais. Oui, parce que... Il y a une équipe qui va avoir... En fait, je ne sais pas laquelle encore, mais il y en a une, ça va... Les Vikings risquent d'en faire partie. En tout cas, tout dépendant encore qui est le carrière, mais tu sais... Tu crois pas en 9, Mio? Souvent, tu ne crois pas en 9? Mais je sais pas, parce que souvent, rendu à la 8e semaine, le nouveau Call of Duty est déjà sorti.
c'est vrai. Mais c'est pas grave, Kyler va pouvoir la première moitié de saison, puis JJ arrive en deuxième moitié de saison. Ça, t'as le meilleur des deux mondes. T'as le bon Kyler, puis t'as McCarthy. Puis, vu qu'il ne se rendra pas en T'as série, il y aura... McCarthy, mais t'as surtout pas le mauvais Kyler. Puis, vu que ça ne se rendra pas plus loin, cette histoire-là, il y aura encore plus de temps pour jouer à code. C'est vrai. Quel mauvais jeu, by the way. Quel mauvais jeu. Écoutez, je ne veux pas me lancer sur cette discussion du jeu vidéo, mais, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié la dernière heure et demie où, mon Dieu, ce que je suis sur le bout de la vie et présentement très hâte de retrouver mon lit après une grosse fin de semaine. Là. Écoutez, pour se faire remercier, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. On ne le dira pas assez souvent. On est très actifs sur Facebook. Qui a fait ce show-là pour vous. Faites-le pour Mio. Oui. Oui, exact. Allez sur Facebook. Vous êtes tellement nombreux à répondre à chaque semaine au Perron d'Église. On vous remercie. Continuez comme ça. Vous êtes les meilleurs. On approche quoi? De 1600 personnes sur la plateforme. Donc, c'est incroyable. Et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la plateforme d'écoute de votre choix. À surveiller cette semaine, bien sûr, finale de la Coupe Stanley, finale de la NBA et du soccer, ou comme Félix aime bien l'appeler parfois, le jogging glorifié. Ça, c'est quand il regarde juste des mauvais matchs. On peut pas... Écoutez-le pas. Mais il y aura des matchs de Coupe du Monde. Alors, je vous souhaite la plus heureuse des semaines et on se redonne rendez-vous très bientôt à la Triple Menace.